BFM Business, BFM Crypto, les pros. Les pros des cryptos, comme tous les vendredis, soyez les bienvenus pour cette demi-heure consacrée 100% à l'actualité crypto. On va un petit peu défricher l'actualité, la riche actualité des crypto-monnaies de la semaine qui se clôt aujourd'hui. Alors peut-être regarder un petit peu déjà la tendance des principales cryptos. On est en direct avec Xavier Fenot d'Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a quand même un net renforcement autour du Bitcoin qui se remet à tutoyer les 100 000 $, un niveau qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Mais le contexte actuel fait réagir les investisseurs qui se replient pas mal sur le Bitcoin en ce moment. Oui, le Bitcoin et même d'ailleurs l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Après, c'est vrai, comme vous le dites, oui, on a un regain d'optimisme depuis quelques jours. Mais finalement, si on regarde un petit peu plus largement, on reste dans la logique des choses qu'on avait vu d'ailleurs ici, que même ces dernières semaines, dans un contexte de marché compliqué sur les marchés traditionnels et marchés crypto par effet de mimétisme, première chose déjà que le Bitcoin n'avait pas remis en cause sa tendance long terme haussière en tenant les 75 000 $. En fait, c'était ses plus hauts de début 2024 et le passage de ce qu'on appelle en analyse technique une moyenne mobile à 50 semaines. C'est le repère finalement de cette tendance haussière qui est en place quand même depuis 2023. Je vous invite d'ailleurs à mettre ça sur vos graphiques parce que c'est intéressant pour se repérer. Et puis deuxième chose, l'autre point principal, c'est cette résilience de Bitcoin face aux craintes que tout le monde connaît donc autour des États-Unis ces dernières semaines. Moins 15% sur le S&P 500 début avril en quelques jours. Le Bitcoin finalement n'en avait perdu lui en même temps que 11%, sachant que le marché crypto, on le sait bien, est plus volatile que les marchés traditionnels, ce qui veut dire que ça varie beaucoup plus vite finalement dans les phases de hausse ou dans les phases de baisse. Et d'ailleurs, cette semaine, plus 11% sur Bitcoin, plus 4% tout juste sur le S&P 500. Et puis, la dominance de Bitcoin reste à 64%, vous l'avez dit, ce qui montre finalement que même lorsque l'ensemble du marché remonte, que la capitalisation totale a pris plus de 20% en 2 semaines, on est quasiment maintenant à 3 000 milliards de dollars, Bitcoin, ça reste la priorité vraiment numéro 1 des investisseurs comparé à l'Ether, par exemple, ou plus largement même des altcoins, en tout cas en ce moment. Et puis, en repassant les 88 000 $, c'était un plafond de verre tout le mois de mars et tout le mois d'avril. Ça libère effectivement des nouveaux objectifs plus ambitieux, alors avec bien entendu les 100 000 $ psychologiques de février, et pourquoi pas les retours sur les ATH, les records historiques de début 2025 à 109 000 $ ensuite. En tout cas, voilà, moi, j'étais pas très inquiet sur Bitcoin. Ça l'aurait été sous 75 000 $. Et aujourd'hui, tant qu'on restera au-dessus des 90 000 $, les voyants resteront ouverts. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mouvements à signaler particuliers sur d'autres cryptos ? Je pense à l'Ether, je pense à l'XRP. Est-ce qu'il y a véritablement eu des mouvements un petit peu significatifs cette semaine ? Alors, il y a eu des mouvements similaires, plus significatifs. Oui, il y a d'autres altcoins. On peut évoquer par exemple SUI, qui a pris quand même en quelques jours quand même 80% de hausse. Ah oui, quand même. C'est énorme. Après, c'est vrai que pour l'Ether, c'était très compliqué ces derniers mois. Ça l'est encore aujourd'hui. Oui, on a un sursaut d'orgueil puisque en début de semaine, l'Ether a pris plus de 10% de hausse. C'est clairement pas le plus fort depuis des mois, mais oui, on a un regain d'enthousiasme, en tout cas tant qu'il tiendra les prochains jours, les 1700 $. Et c'est vrai que l'Ether, ça fait finalement maintenant 4 ans qu'il oscille et qui fait les montagnes russes entre 1 000 et 4 000 $. Donc, je pense que voilà, c'est pas forcément le moment de l'enterrer. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette faiblesse de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. Aujourd'hui, les alts reprennent effectivement un petit peu de hauteur, mimétisme avec les marchés traditionnels. Mais on voit que le Bitcoin reste encore quand même à 64% de dominance, ce qui montre que même dans les périodes de faiblesse, il reste fort, mais aussi dans les périodes de rebond. Merci Xavier, à très vite à l'antenne de BFM Business dans les pros des cryptos. Allez, zoom sur l'actualité chargée de la semaine dans ce monde des crypto-monnaies. Il s'est passé énormément de choses et on va un petit peu regarder tout ça avec Claire Balva, VP stratégie chez Desblocs. Bonjour, merci d'être en direct avec nous en plateau. Puis Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher, CEO de Meria qui est en direct avec nous. Bonjour Owen. Bonjour. Première chose, on a l'impression que ça se calme un petit peu du côté politique, géopolitique américain, que Donald Trump a l'air de se calmer un petit peu, on le voit du côté des marchés financiers de manière générale, mais il semble que ça ait des effets aussi sur le marché crypto, on vient de le voir avec Xavier Fenot. Donc pause dans les mesures économiques,
assouplissement des critiques envers la Fed. On a vu que c'était plus son ennemi juré maintenant, Jérôme Powell. Il voulait plus le virer aussi vite que possible. Résultat, on a quand même des annonces assez fortes. Il y a notamment Coinbase, MicroStrategy, enfin il faut dire stratégie maintenant, je crois, qui rebondissent fortement avec 17 et 25% de gains respectifs sur un mois. Même dynamique du côté du Bitcoin, d'Ether, qui reprennent du souffle. Est-ce que on est sur une suite d'éléments qui peuvent durablement inverser la tendance sur le marché crypto, Owen? C'est toujours compliqué de dire durablement. Vous savez, avec la politique américaine actuelle, je ne suis pas du genre à insulter l'avenir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Par contre, une chose est certaine, alors que les crypto-monnaies subissent violemment le moindre mouvement de peur, quand il y a un petit peu de recul, et on l'a vu avec le rétro-pédalage de Donald Trump vis-à-vis justement de sa position de la Fed, et également le fait qu'il est venu tempérer un petit peu ses propos vis-à-vis des tarifs douaniers, là où ça affecte les crypto-monnaies quand il y a des mauvaises nouvelles sur la finance traditionnelle, ça vient également tout de suite reprendre des couleurs et redonner un petit peu de force à Bitcoin et aux autres crypto-monnaies quand les nouvelles sont un petit peu plus souples et quand il y a un peu plus de visibilité. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est qu'il y a un double impact. Non seulement le fait que oui, les crypto-monnaies ont repris des couleurs, mais si vous regardez un petit peu et qu'on compare au Nasdaq et aux baisses récentes qui ont été corrélées avec la finance traditionnelle, le regain d'énergie s'est fait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement sur les crypto-monnaies. Alors rapidement, c'est normal, le marché ne s'arrête jamais. Donc une bonne nouvelle en pleine nuit quand les marchés sont fermés peut venir affecter à la hausse comme à la baisse les crypto-monnaies alors que les marchés devront attendre leur ouverture. Par contre, le fait qu'on est venu toucher à la politique monétaire américaine, le fait qu'il y ait eu une tension entre Donald Trump et justement Jérôme Powell, ça fait également se rappeler quelques fondements, notamment la neutralité que Bitcoin a en tant que monnaie et le fait que c'est une monnaie qui ne peut pas avoir d'influence politique. Et c'est peut-être pour ça que ça a regagné un petit peu plus de force encore que les marchés de la tech, parce que Bitcoin, mine de rien, a ses fameux fondamentaux techniques. Alors, on reste du côté de l'administration américaine avec la SEC. On le disait, Jérôme Powell, désormais plus vraiment menacé par Donald Trump. Enfin, pour les quelques heures qui viennent, ça peut changer d'un jour à l'autre. Mais il y a aussi des nouveaux visages à la Security and Exchange Commission. Alors peut-être un regard un petit peu plus en faveur du monde crypto, puisque le Sénat américain a confirmé la nomination de Paul Atkins, qui est reconnu pour ses positions favorables aux cryptos, à la tête de la SEC. Cette nomination va-t-elle accélérer l'approbation de produits financiers liés aux cryptos, Claire? C'est probable. En tout cas, l'idée, c'est que la SEC soit désormais un partenaire pour les entreprises crypto et pas un adversaire, comme elle l'a été sous l'administration Biden. Et Paul Atkins, il avait déjà été commissaire de l'institution dans la fin des années 2000. Mais il est surtout connu pour ses positions favorables envers les crypto-monnaies. Il a dirigé la Token Alliance, qui est une sorte d'association de défense des crypto-monnaies entre 2017 et 2024. Donc c'est quelqu'un qui assume ses positions pro-crypto depuis longtemps. Sa nomination a pris un petit peu de temps, notamment parce qu'il a dû remplir un certain nombre de déclarations et que voilà, on s'est rendu compte par exemple qu'il possédait l'équivalent de 6 millions de dollars en crypto-monnaie. Donc ça a pu poser un certain nombre de questions. Mais c'est quelqu'un dont on s'attendait à ce qu'il devienne le président de la SEC. Ça fait plusieurs mois que son nom était déjà présent. Et donc, on s'attend bien sûr à ce que la SEC facilite l'adoption des crypto-monnaies et en tout cas qu'elle arrête de lancer un certain nombre d'attaques envers les entreprises crypto comme c'était le cas les années précédentes. Alors, on voit aussi que ce réveil autour des cryptos et notamment du Bitcoin coïncide aussi avec un réveil des ETF indexés sur le Bitcoin après quand même pas mal de semaines de léthargie. On a un net regain d'intérêt, 2,5 milliards de dollars de flux entrants en quelques jours. BlackRock, évidemment, qui est le plus gros émetteur, est en tête du mouvement. Est-ce qu'on assiste à un retour, alors durable, Owen, je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, mais de l'intérêt des institutionnels pour ces produits financiers? Impossible d'avoir la composition exacte des flux qui rentrent sur les ETF, mais de manière générale, c'est souvent un positionnement long terme. En tout cas, les fonds qui vont utiliser des ETF se positionnent sur du moyen long terme la plupart du temps. C'est quand même
pas l'objectif d'utiliser ce genre d'ETF pour des positionnements qui sont très court terme, même si, encore une fois, on n'a pas le détail et la ventilation de ce flux, donc on ne peut pas savoir à quel point certaines applications qui distribuent par exemple des ETF au retail sont venues constituer ces flux. Ce qu'on sait, c'est que pour le coup, c'est quand même l'une des plus grosses journées d'entrée sur l'ETF de BlackRock. Ils n'avaient pas fait une journée aussi grosse depuis le 21 janvier, si je ne dis pas de bêtises, dans les 3-4 derniers mois. Et ils ont noté plus de 700 millions de dollars d'entrées positives du coup sur leur ETF. Et sur tous les ETF combinés, c'est à peu près 2,5 milliards de dollars. Ce n'est pas le cas sur Ether, c'est beaucoup plus calme, même si, on le sait, sur Ether, l'introduction des ETF a été beaucoup moins porteuse de liquidité qu'elle ne l'a été sur Bitcoin. Maintenant, étant donné que ce sont des flux normalement plus institutionnels et plus réfléchis, on pourrait penser que c'est une tendance, ou en tout cas, si ça ne veut pas dire qu'il va continuer à y avoir des flux entrants colossaux, ça vient en tout cas signifier que normalement, ces 2,5 milliards de flux entrants sont positionnés sur du long terme. Alors, justement, à propos des ETF, on a attendu pendant des mois et des mois, il y avait un vrai suspense à ce niveau-là, c'était il y a déjà un bout de temps, mais l'adoption par les autorités américaines des ETF crypto, l'appétit semble revenir et il semble qu'il y ait un embouteillage réglementaire du côté de la Security and Exchange Commission. Il y a 70 ETF en attente de validation, ce qui semble assez énorme. Est-ce que l'administration américaine peut tenir le rythme face à l'accélération de la demande, Claire ? Alors, c'est vrai que là, tout le monde veut son ETF. Quand on voit forcément les positions du nouveau président de la SEC qui sont beaucoup plus ouvertes sur les sujets crypto et le succès qu'ont eu les ETF Bitcoin depuis début 2024, vous imaginez bien que tous les institutionnels se disent il y a une opportunité énorme d'aller construire des ETF et donc le nombre de demandes de dossiers auprès de la SEC a explosé. On voit qu'il y a des demandes de dossiers évidemment pour des ETF Bitcoin, Ether, mais aussi pour tout un tas d'altcoins, le XRP, le Solana, voire même le Melania, le Doge. Je suis quand même assez curieuse de voir comment va se prononcer cette nouvelle administration pro-crypto sur la création d'ETF sur des actifs qui sont très jeunes, très volatiles, très sujets aussi aux manipulations de marché. Et donc ça va forcer, je pense, ces profils qui, certes, sont très pro-crypto, mais à quand même se responsabiliser dans les réponses qu'ils apportent à ces demandes d'ETF. Ce qu'on voit aussi, c'est que les institutionnels continuent à vouloir accroître leur exposition à la crypto. Il y a une étude de Coinbase et DY qui montre que les institutionnels sont plus de 80% à vouloir accroître leur exposition à la crypto en 2025. Donc il y a une vraie demande qui va continuer à pousser pour ces dossiers d'ETF. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont être validés dans le courant de l'année, mais je doute honnêtement que toutes les demandes déposées soient validées par la SEC. Mais c'est ça, cette nécessité en fait et cet intérêt de la part des institutionnels sérieux va peut-être nécessiter le fait qu'il y ait un écrémage justement sur l'ensemble de ces produits. Il y aura forcément un écrémage. Il y a aussi tout simplement une question de bande passante. Et ça, on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi en Europe avec n'importe quel régulateur. À un moment donné, la SEC n'a pas des effectifs qui sont multipliés par 10 juste parce qu'il y a 70 dossiers crypto qui arrivent. Donc forcément, il va falloir prioriser ces dossiers et définir, je pense, assez vite un certain nombre de critères très clairs pour valider ou non les demandes d'ETF crypto. Surtout que faire grossir les effectifs dans le domaine de l'administration, c'est pas le genre de la maison précisément. Non, après, ça peut aller plus vite aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est vrai que la tendance n'est pas l'accroissement des effectifs aux États-Unis en ce moment. Alors, on parle aussi des sociétés privées qui n'arrêtent pas de moissonner du Bitcoin partout où elles pleuvent. Alors, du côté du Japon, on a Metaplanet, du côté des États-Unis, on a Strategy, Tether qui passe à l'achat. Alors, Metaplanet a racheté 330 Bitcoins à ses réserves. Strategy, alors eux, c'est plus de 6000. Tether crée une nouvelle entreprise autour du Bitcoin avec SoftBank qui s'appelle 21. On a vu également Coinbase signer un accord avec PayPal, mais alors plus dans le domaine des stablecoins. Enfin, ça, on pourra éventuellement en reparler un petit peu plus tard. Cette stratégie d'accumulation massive du Bitcoin est-elle un pari sur le long terme ou c'est aussi une réponse à l'incertitude du moment, Owen, ou peut-être bien les deux d'ailleurs? Pour le coup, c'est une stratégie long terme. Déjà, quand on voit l'initiative de Tether, mais qui du coup s'est associé à SoftBank en plus, c'est pas n'importe qui porte l'initiative. Ça a été annoncé sur les réseaux par Paolo Ardoino, qui est le CEO de Tether, qui est le plus gros stablecoin au monde, et qui continue sa vision qu'il a toujours portée vis-à-vis de Bitcoin, puisque Tether a une petite partie de ses réserves positionnées sur Bitcoin. Le nom de l'initiative s'appelle
21, donc très simplement la référence au nombre de millions de bitcoins, la limite maximum de bitcoin théorique qui sera émise. Et donc, naturellement, cette accumulation, cette tendance des bitcoin compagnies, donc des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, viennent accumuler du bitcoin, se base justement sur l'effet de rareté, le fait qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est justement l'un des traits de bitcoin qui plaît aux personnes qui l'accumulent et qui le considèrent comme un or numérique. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce sont des initiatives qui commencent à fleurir dans tous les pays du monde, quelle que soit la vision financière. Et en France, je le rappelle, on a The Blockchain Group qui a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui permet de s'exposer à Bitcoin avec un effet de levier supplémentaire, sans liquidation possible. Et cette initiative, non seulement était portée par MicroStrategy, aujourd'hui Strategy, ont commencé à la voir fleurir dans plusieurs pays dans le monde. Et aujourd'hui, c'est Tether, le plus gros stablecoin au monde, qui, je le rappelle, est l'une des entreprises les plus rentables du monde également, qui affiche des profits complètement dingues, qui se compare à BlackRock et à d'autres géants du monde de la finance. Et si ces initiatives continuent, il n'y aura pas plus de 21 millions de bitcoins et donc elles vont venir accumuler et augmenter sa rareté au fil du temps. Alors, le fait marquant technique de la semaine, c'est quand même le bitcoin qui repasse au-dessus des 90 000 $, alors que le FMI revoit ses prévisions de croissance à la baisse. On a quand même le franchissement de seuil symbolique. Certains analystes y voient une décorrélation du bitcoin par rapport au marché traditionnel. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un actif qui est plus du tout dépendant de la macro, Claire ? Non, on peut pas non plus dire que Bitcoin est complètement indépendant et vit dans un bunker, pas du tout. Maintenant, c'est vrai que j'entends depuis quelques jours le mot découplage être beaucoup prononcé, c'est-à-dire que finalement Bitcoin d'un coup se serait découplé de la bourse, comme si auparavant il était complètement corrélé à la bourse et notamment à la bourse américaine. C'est pas le cas non plus. Et je sais que sur ce plateau, pourtant, on a souvent dit que Bitcoin était corrélé à la bourse, que c'était les mêmes mouvements. En réalité, quand vous prenez une période de temps suffisamment longue, la corrélation entre Bitcoin et la bourse, elle est quand même relativement faible. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouve sur ce plateau pour analyser des montées ou des baisses de cours, on a l'impression que voilà, ça va dans le même sens, donc c'est un événement, donc il faut parler de corrélation. Là, on voit que ça ne va pas dans le même sens, donc d'un coup, on parle de décorrélation. En réalité, il y a une corrélation qui est faible entre Bitcoin et la bourse dès qu'on prend des échelles de temps qui sont suffisamment longues. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas essayer de prévoir le prix du Bitcoin à très court terme. En réalité, personne n'y arrive. Parfois, ça suit la bourse, parfois pas. Il y a tout simplement parce qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, il faut essayer d'analyser les tendances long terme. Bon, et puis on va parler des banques aussi, puisque les projets continuent. Et c'est vrai qu'ING, qui est une des premières banques historiquement à avoir créé un modèle entièrement électronique, ils planchent eux aussi sur une crypto, une stablecoin. ING donc qui envisage de lancer son propre stablecoin, une initiative qui montre que le secteur bancaire veut pas rater le train des monnaies numériques, mais avec la sûreté du modèle stablecoin, Claire. Oui, tout à fait. Alors, de ce que je comprends, et on n'a pas vraiment de confirmation et de détails de la part d'ING, on a l'impression que c'est un stablecoin qui serait porté par ING, mais aussi par d'autres acteurs, potentiellement d'autres acteurs bancaires, peut-être des entreprises crypto également. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que chacune de ces entités étant régulée, elles doivent demander la validation à leur conseil d'administration, etc. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est une tendance de fond de changement dans le marché des stablecoins, en particulier en Europe, où désormais on a une réglementation à la fois stricte et claire de ce marché, qui va pousser probablement certains acteurs qui ont les licences nécessaires à se lancer sur le marché des stablecoins, parce qu'aujourd'hui en Europe, le nombre de stablecoins est quand même relativement limité. Quand vous allez sur vos plateformes d'échange, vous avez accès aux stablecoins de Circle, donc l'USDC, le ROC, et puis après, ce sont des stablecoins qui sont globalement beaucoup plus petits. Et donc, il y a une vraie opportunité pour les banques de se lancer là-dedans. Maintenant, j'ai hâte de voir quand même quelle va être l'échelle de temps et si le régulateur va accueillir favorablement toutes ces initiatives. Et pour l'instant, c'est pas sûr. Effectivement. Alors, on a le CME, la Bourse des options de Chicago, du côté des États-Unis, qui voudrait ouvrir des contrats à terme sur l'XRP, sur la crypto du réseau Ripple. On se souvient au tout début, vraiment au balbutiement de Ripple, que c'était un écosystème qui était très très regardé par l'ensemble du secteur bancaire, du système financier, en vue justement de rénover l'infrastructure des réseaux interbancaires. Est-ce que c'est un nouveau signal fort pour l'écosystème Ripple, cette initiative du CME ?
C'est un signal qui est fort, mais c'est surtout un signal qui confirme ce que le Chicago Mercantile Exchange a déjà compris. Il faut se numériser, il faut avancer très très vite. Les crypto-monnaies, c'est 24-24, week-end et jours fériés. D'ailleurs, le Chicago Mercantile Exchange a déjà annoncé qu'ils allaient commencer à pouvoir proposer des séances le week-end et qu'ils vont permettre justement d'échanger des titres dans ces moments-là. Le fait de continuer à proposer des solutions sur les crypto-monnaies, Ripple qui n'a pas encore d'ETF et donc pouvoir proposer des contrats futurs, ce qu'ils avaient déjà fait très tôt sur certaines crypto-monnaies avant même qu'il y ait d'ETF. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là où certains acteurs de la finance traditionnelle commencent petit à petit à aller vers le monde des crypto-monnaies, là où certaines entreprises du monde des crypto-monnaies commencent elles aussi à se tourner vers des services du monde de la finance, parce que c'est un monde qui est en train d'émerger, ce sont deux univers qui sont en train de s'embrasser et les acteurs de chaque domaine qui commencent à proposer, à tendre vers des solutions de la nouvelle technologie et des nouvelles blockchains, crypto et nouvelles solutions qui sont proposées. Le Chicago Mercantile Exchange a conscience de certaines de ces lacunes et compte bien tendre vers le monde de la crypto-monnaie et proposer des solutions qui sont tout simplement attendues par les investisseurs. S'il y a de la demande et qu'il y a des volumes, pourquoi ne pas proposer un produit ? Effectivement, et encore accroître justement la notoriété de cet écosystème. Alors, un petit coup d'œil du côté de la jurisprudence. Telegram, dont on a beaucoup parlé, le réseau Telegram, est largement utilisé dans le monde crypto pour ses canaux sécurisés. Son fondateur, Pavel Durov, réaffirme qu'il n'est pas question d'ouvrir une backdoor, quitte à quitter le territoire français. La sécurité des messageries est-elle le prochain front juridique de ce monde des cryptos, du monde du Web3 de manière générale, Claire ? Oui, on sent qu'il y a un ADN commun. Non seulement de par l'aspect technique, le chiffrement qui est une technologie qui est utilisée à la fois dans la crypto et dans les messageries chiffrées, mais aussi de par cet ADN un peu anti-surveillance, volonté de préserver sa vie privée, etc. La backdoor, rappelez-nous ce que c'est exactement. En fait, la backdoor, c'est une sorte de... Alors, comme son nom l'indique, ce serait une espèce de porte dérobée dont l'objectif, en tout cas en France tel que c'est pensé dans la loi, permettrait aux autorités d'avoir accès de regarder un petit peu à certains messages sur ces messageries chiffrées. Ce que disent évidemment les entreprises, alors notamment Telegram, mais aussi je pense à la présidente de Signal qui avait pris la parole là-dessus, c'est que ce serait absolument dévastateur parce qu'il n'y aurait pas de garantie que cette backdoor ne pourrait être utilisée que par les autorités et que ça ouvrirait des failles technologiques qui seraient extrêmement risquées. Et puis, ça va tout simplement à l'encontre de leur ADN. Aujourd'hui, si je prends le cas de Telegram, par exemple, lorsqu'il y a une requête des autorités françaises, ils sont en capacité de donner, par exemple, l'adresse IP ou le numéro de téléphone associé à la personne, mais jamais le contenu des messages. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'est le bras de fer entre ces messageries et les autorités françaises. Il faut savoir que dans le monde, la France serait le premier pays à vouloir instaurer ce type de dispositif, de backdoor. Et les messageries aujourd'hui sont absolument inflexibles, que ce soit Telegram ou Signal ou les autres, et elles menacent de quitter la France si de telles lois venaient à être passées. C'est clair que c'est un des principes fondateurs même de ce genre de messagerie cryptée et archi-sécurisée qui serait menacée, en fait. Donc effectivement, c'est un enjeu. Owen, la Corée du Sud va-t-elle élire un président pro-crypto, le climat politique international qui continue de jouer en faveur de cet univers des crypto-monnaies. En Corée du Sud, un candidat ouvertement favorable à l'écosystème pourrait prendre la tête du pays. Un tournant pour l'Asie, sans doute, qui pourrait peut-être redéfinir le centre de gravité mondial du secteur. Tout à fait. Alors, j'ai évidemment peur d'écorcher son nom, mais c'est le candidat Woo Jong-pyo qui n'est pas seulement en faveur des crypto-monnaies, il est surtout en faveur de la déréglementation des crypto-monnaies. C'est dans un cadre, et ça s'inscrit dans un cadre assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats qui obligent certaines sociétés présentes en Corée du Sud à obtenir des licences supplémentaires, alors qu'elles n'obligent pas ces licences supplémentaires à des acteurs du monde de l'international, comme par exemple Tether dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a vraiment beaucoup de friction et ça ne concerne pas que les crypto-monnaies non plus. Ce nouveau candidat a une position qui est très très claire et qui est très précise. Il est pour les technologies de rupture, il est pour la déréglementation et il est pour que l'innovation puisse se construire également en Corée du Sud, alors qu'il estime qu'aujourd'hui, la Corée du Sud passe complètement à côté de certaines révolutions parce qu'elle a un cadre qui est trop strict et c'est l'un des points sur lequel il base toute sa stratégie si jamais il arrive à accéder au pouvoir. C'est vrai que la Corée du Sud, qui a toujours été un pays à la pointe de l'innovation technologique, et effectivement, il y a peut-être un risque de se faire distancer par d'autres puissances comme Singapour ou Hong Kong,
justement au niveau des crypto-monnaies. Alors, direction l'Amérique du Sud, hein. On passe de l'Asie à l'Amérique du Sud. Panama City accepte désormais qu'on paye ses impôts en Bitcoin et en Ether. Donc, un nouveau service public qui franchit un cap, Claire. Alors, ils ont dû contourner un petit peu les dispositions législatives pour y arriver. Et ce qu'ils proposent, mais comme de nombreux commerces en Europe ou ailleurs, c'est tout simplement de payer ses impôts en crypto-monnaie, mais eux ne reçoivent pas de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en tant qu'institution publique, reçoivent, alors en l'occurrence, ce sont des dollars, exactement. Et il y a un intermédiaire financier qui se charge de cette conversion. Donc ça montre, en tout cas pour eux, c'est aussi une opération marketing, c'est l'occasion de montrer leur modernité, de peut-être attirer des investisseurs étrangers en montrant qu'ils sont ouverts sur les sujets crypto. Il y a d'autres villes qui l'avaient déjà fait, je pense notamment à Lugano en Suisse, qui fin 2023 avait aussi lancé ce type de dispositif. Et qui ne sont pas loin de la crypto-vallée en plus, qui est très sensible à cette problématique. Exactement, et puis ça permet à des investisseurs crypto, à des gens qui sont depuis longtemps dans la crypto, de pouvoir dépenser ces crypto-monnaies. Et là, en l'occurrence, en plus, comme on parle des impôts, c'est presque une forme de réconciliation avec ces profils, un bras tendu pour leur dire, venez payer vos impôts chez nous, vous pouvez les payer dans vos devises crypto. Allez, on termine avec, on parlait d'ING tout à l'heure qui réfléchit à sa stablecoin. Il y a quand même de plus en plus de géants crypto qui veulent leur licence bancaire, qui veulent devenir des opérateurs bancaires. Il y a Circle, il y a Coinbase, BitGo qui réfléchissent. Est-ce que véritablement ces sociétés peuvent rentrer dans la cour des banques, des services bancaires en tant que tels, Claire ? Alors, elles peuvent, bien sûr, mais c'est pas automatique et ça demande beaucoup de travail parce que les licences bancaires imposent forcément un niveau de réglementation encore plus élevé que ce qui existe aujourd'hui au niveau crypto. Donc, ça va poser beaucoup de questions dans la manière dont elles gèrent leurs procédures internes, leurs réserves. Et je pense qu'autant ça va probablement permettre une institutionnalisation encore plus poussée du sujet crypto et une légitimité sur ce sujet. Autant ça va poser question quant à l'ADN initial qui était porté par les communautés crypto qui vont se dire finalement aujourd'hui ce sont des entreprises qui sont devenues véritablement des banques traditionnelles, c'est-à-dire ce qu'on souhaitait éviter. On va recentraliser les choses, quoi. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que ça serait une forme d'achèvement de cette hybridation. Et donc toute la question, c'est comment elles vont préserver leur ADN initial. La plupart d'entre elles se positionnent comme des alternatives au monde monétaire. Je pense à Coinbase, par exemple, qui fait de la publicité en disant mettons à jour le système financier. Et une fois qu'eux-mêmes seront une banque dans le système financier, comment est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir cet ADN d'alternative il va falloir voir ça. Tout à fait. Bitcoin, 94 349 $, l'Ether, 1773 $, 2,18 $ pour l'XRP. Je crois qu'on a fait un point complet sur l'actualité crypto de la semaine avec Claire Balva, VP Stratégie chez Desblocs. Merci d'avoir été avec nous, ainsi que Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher, CEO de Meria. Merci beaucoup, Owen. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Pro des Crypto. Et d'ici là, lundi, vous retrouverez Sandra Gandouin pour BFM Crypto. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour BFM Bourse. À tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.